Bienvenue dans Culture & Co, votre émission sur la culture en Ile-de-France. Comme chaque mercredi, nous nous retrouvons pour parler d'actualité, rencontrer des artistes, découvrir des métiers d'art et partager des idées de sortie. Et tout de suite, le sommaire. Nous irons nous asseoir à la table des cafés culture de Montreuil pour débattre sur de nouvelles idées culturelles. Vous irez en répétition avec les étudiants du Conservatoire du Val-Maubuée. Ils préparent les concerts du Printemps du Jazz auprès de grands professionnels. Nous redécouvrirons l'opéra sous un autre angle grâce au Festival des Envolées lyriques à Rueil-Malmaison, mais aussi à Chatou et Saint-Germain-en-Laye. Vous visiterez le musée archéologique du Val d'Oise et apprécierez ses 35 000 objets datant de plusieurs siècles. Nous ferons la connaissance de Léa Nicolas, mannequin et étudiante en prépa HEC. Elle nous racontera ses choix de vie d'aujourd'hui. Et bien sûr, nous parlerons de nouvelles idées de sortie. On commence cette édition en Seine-Saint-Denis avec les cafés culture organisés sur Montreuil dans le cadre des Assises de la culture. La ville propose aux associations, aux acteurs culturels ou tout simplement aux habitants de participer à un événement convivial pour dialoguer autour d'un thème et partager de nouvelles idées. Mathieu Canac de TVM Est Parisien nous en dit plus. Dans le cadre des Assises de la culture initiées par la mairie, plusieurs cafés culture ont lieu à Montreuil tout au long du mois de mars. Le premier s'est tenu le 5 au théâtre Berthelot à l'invitation de la compagnie de la Girandole, de la compagnie Ekphrasis, de Cap Étoile et de la Maison des Suds. Lieu de débat et d'échange, ces cafés culture sont ouverts à tous. Ce que je retiens et qui est extrêmement important, c'est qu'il n'y ait pas que des artistes, je pense qu'on l'a dit tout à l'heure au début, qui participent en fait justement à ces réunions et qu'il y ait vraiment une majorité de citoyens qui soient représentés. Ces cafés culture doivent également être une force de proposition. Les idées émises par les Montreuillois seront ensuite soumises à la municipalité. Comment aller vers une pérennité du dialogue participatif en matière culturelle, c'était le thème de la soirée du 5 mars. La création d'une instance a été envisagée. Une instance qu'on dit citoyenne et qu'on espère citoyenne, où non seulement les acteurs culturels sont présents, mais bien sûr avec les élus, mais aussi des citoyens qui sont intéressés par la culture à Montreuil. Si vous aussi vous êtes intéressé par la culture à Montreuil, rendez-vous le 16 mars à la Maison Populaire pour le prochain Café Culture. On continue en Seine-et-Marne avec le Printemps du Jazz 2012. Ce projet pédagogique avec les milieux scolaires et artistiques a pour objet de promouvoir le jazz sous toutes ses formes et particulièrement sur le territoire du Val-Maubuée. À l'occasion de cette 14e édition, du 16 au 25 mars, les étudiants du Conservatoire du Val-Maubuée seront en concert aux côtés de grands professionnels du jazz. L'équipe de Canal Coquelicot 77 a assisté aux répétitions. Regardez. Un son un peu plus aigu mais tout aussi rythmé, la flûte à bec joue les guest stars au Printemps du Jazz. Cette année, les étudiants du Conservatoire du Val-Maubuée sont en concert aux côtés du flûtiste Benoît Sauvé. Le but, faire découvrir des instruments qu'on entend peu dans le jazz. Et le mariage est plutôt réussi. La flûte à bec s'adapte bien à la basse et au piano, même si c'est parfois un peu dur. Bon, là, Benoît, il est à fond. L'instrument n'a pas évolué depuis des siècles, pas toujours simple de lui faire suivre toutes les nuances du jazz. Le jazz étant une musique totalement multitonale et totalement chromatique, là il n'y a pas de clé pour faciliter ce jeu-là, donc c'est des doigtés assez complexes. Moi j'ai eu cette particularité-là, c'est que je n'ai pas adapté la musique à mon instrument, c'est que j'ai adapté mon instrument à la musique. Une dextérité qu'admirent les étudiants, eux qui n'avaient pas vu de flûte à bec depuis la 6e. C'est original, c'est cool parce que c'est vrai que c'est un instrument qu'on voit quand on est au collège, tout ça. C'est vrai que généralement c'est un truc assez... on se dit bon, on peut pas faire grand chose avec. C'est agréable. C'est un son qui justement passe au-dessus un peu niveau hauteur de l'aigu, donc ça passe bien en fait. Et pour ce Printemps du Jazz 2012, il n'y a pas que les instruments qui se renouvellent, les mélodies aussi. Sonorités brésiliennes, caribéennes ou encore réunionnaises. La spécialité d'Olivier Kerrourio, c'est l'harmonica,
Et son répertoire, le maloya, un rythme traditionnel de l'île de la Réunion. J'ai grandi à La Réunion. Là-bas, les musiques il y a des rythmes particuliers, c'est très rythmé, très chaloupé. C'est vrai que c'est un jazz, moi j'aime qu'on puisse se balancer dessus. En tout cas, c'est important qu'on puisse au moins taper du pied, sentir la pulsation. Mais pour les élèves d'Olivier, ce rythme encore inconnu a demandé un peu de travail. À la fin de ce solo de guitare, quand les 3 formes ont été jouées, il y a tout qui s'arrête. Il n'y a plus de tempo, il n'y a plus rien. Heureusement, après quelques répétitions, ils s'en sortent plutôt bien. Une mélodie ensoleillée et surtout un curieux mélange des genres. Surprendre le spectateur, c'est l'objectif de Bertrand Auger qui s'occupe de la programmation du festival. Surprendre, mais pas seulement. Le deuxième niveau, c'est de se rendre compte qu'on peut faire vraiment de la musique, transmettre une expression, des émotions. Et puis surtout là, je crois que cette année, c'est des musiques, d'après ce que j'ai pu entendre des quelques répétitions, c'est des musiques très dansantes et qui donnent vraiment envie de taper du pied, de bouger, voilà. Vous voilà donc prévenus, harmonica, flûte à bec, mais aussi banjo, bandoneon. Vos oreilles en verront décidément de toutes les couleurs. Benoît Sauvé, Olivier Kerrorio et les élèves seront sur scène les 16 et 24 mars. Plus d'informations pour le reste de la programmation sur le site du Printemps du Jazz. Mais avant, allez, un dernier pour la route. On se dédouble entre les Hauts-de-Seine et les Yvelines jusqu'au 4 avril avec le Festival des Envolées lyriques. Ce festival se déroule depuis 3 ans à Rueil-Malmaison, mais aussi à Chatou et Saint-Germain-en-Laye. L'objectif est de démocratiser l'opéra, le rendre accessible à tous, notamment aux plus jeunes. Explication de sa présidente Béatrice Nedelec au micro de Corinne Falin de Rueil TV. Démocratiser l'opéra, c'est l'objectif du Festival des Envolées lyriques. La 3e édition se déroule à Rueil, Chatou et Saint-Germain-en-Laye à partir du 13 mars. Béatrice Nedelec est l'organisatrice de cette manifestation. Cette mélomane d'origine italienne a conçu le festival dans l'esprit du Carnaval de Venise, grande fête populaire accessible à tous. Les gondoliers chantent de l'opéra, tout le monde chante de l'opéra en Italie. Alors en France, on n'en est pas encore tout à fait à ce stade-là, mais c'est l'idée. On a une magnifique région, il faut qu'elle rayonne, voilà, que l'art lyrique rayonne en Île-de-France. En dehors de l'Opéra de Paris, qui sont des lieux qu'on admire beaucoup, où les théâtres des Champs-Élysées sont des lieux qu'on admire beaucoup, mais qui ne sont pas forcément franchissables par un public non initié, non habitué. Et puis bon, aussi, ce sont des entrées parfois un peu coûteuses. Des entrées coûteuses et un style souvent éloigné des jeunes générations. Ils n'ont pas eu assez l'habitude de fréquenter l'opéra et même en général de fréquenter ou d'entendre la musique classique. Donc ce n'est pas tout à fait dans leur culture, donc il faut les amener. Mais une fois qu'ils y sont, eh bien, on est surpris de voir comme ils aiment. Principale caractéristique de ce style musical né à Florence en Italie au XVIIe siècle, la place centrale accordée à la voix. C'est un bijou très personnel et les plus fortes émotions, je les ai eues avec la voix. Et la voix révèle vos sentiments. L'opéra lyrique, c'est ça, c'est exprimer ses sentiments. Jusqu'au 4 avril, de grandes voix et de jeunes talents viendront s'exprimer sous les projecteurs de Rueil. Le concert lyrique organisé à la Grande Chapelle de Passy-Buzinval sera notamment l'occasion de découvrir la voix de Delphine Edan, premier prix d'opéra du Conservatoire de Paris, accompagné du violoncelliste canadien Gary Hoffman. On part dans le Val d'Oise maintenant, à Guiry-en-Vexin, à la visite du musée archéologique du département. Inauguré en 1983, plus de 35 000 objets datant de l'époque paléolithique jusqu'au Moyen-Âge y sont présentés. Ce musée conserve également la plus importante collection de stèles mérovingiennes de France. Philippe Pémal de VOTV nous en fait la visite guidée avec l'équipe du musée. C'est à Guiry, à une trentaine de kilomètres de Cergy-Pontoise, que se trouve le musée archéologique du Val d'Oise.
Créé en 1983, il présente plus de 35 000 objets allant de la préhistoire au XIVe siècle. Tous ces objets provenant de fouilles archéologiques effectuées sur le département. Répartis sur 2 étages, on y trouve des objets usuels, des vases, des poteries, des épées, des lances, des bijoux et même un trésor reflétant la vie quotidienne des anciens habitants de la région. Le musée présente aussi la plus importante collection de stèles mérovingiennes. Ces stèles étaient destinées, comme aujourd'hui d'ailleurs, à marquer l'emplacement des tombes. Et ce sont de rares monuments en dur de l'époque. Monuments, c'est tout petit pour des monuments, mais l'époque mérovingienne a laissé peu de traces de pierres, au contraire des Gallo-romains. Et là, ces stèles sont marquées avec des croix, des cercles, des signes qu'on ne comprend plus d'ailleurs aujourd'hui. Des croix quand même, parce qu'elles font appel à la religion, mais les autres signes sont quelquefois pour nous très obscurs. Et ces stèles étaient destinées à faire le lien entre le monde des morts et le monde des vivants qui venaient se recueillir auprès des esprits de leurs défunts. Le musée offre un espace important aux objets retrouvés sur le site de Genainville. Découvert en 1935, ce site gallo-romain, situé à quelques kilomètres de Guiry, fut construit entre le 1er et le 2e siècle de notre ère. On y trouvait notamment un temple entouré de bassins ainsi qu'un théâtre pouvant accueillir 2500 personnes. Nous sommes ici au cœur du site de Genainville, enfin au cœur des blocs sculptés qui proviennent du site archéologique de Genainville, à l'ouest du département, site de la période gallo-romaine, c'est-à-dire vers 250 après Jésus-Christ. Là, les archéologues ont retrouvé des blocs de pierre taillés, sculptés, absolument remarquables, dont ces groupes de femmes, nymphes, déesses, représentant en fait la mythologie de l'époque en pays gallo-romain. Nous avons Rosmerta, une déesse habillée, et à côté d'elle, les nymphes qui pouvaient être en train de se baigner ou de se sécher à côté des bassins qu'elles fréquentaient à Genainville. Ça veut dire que le site de Genainville à l'époque était un site connu, c'était un site important? Oui, parce qu'il y a un théâtre à Genainville qui pouvait contenir 2500 visiteurs, ce qui est énorme. Et on se demande d'ailleurs aujourd'hui comment, par quels moyens il pouvait arriver jusque-là, parce qu'on ignore justement les accès à ce site très important. La transmission, passant par la compréhension, de nombreuses visites guidées sont organisées par le musée. L'ambition étant d'être le plus pédagogique possible, tout en restant ludique. Le musée accueille ainsi près de 7000 scolaires par an et diverses animations et ateliers leur sont proposés. Certains plutôt originaux, comme nous l'explique Bénédicte, la responsable de l'animation. Alors là, en fait, on a reconstitué une scène de pique-nique actuelle. C'est le point de départ souvent de la visite, à partir de vestiges qu'ils connaissent, qu'ils utilisent. Ils vont même, au sein de leur visite, pique-niquer eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut dire d'une telle scène de repas? Ils vont pouvoir aller très loin dans le détail, puisque c'est quelque chose qui leur parle, et à partir des éléments pareils qu'ils auront pu élaborer comme hypothèse, on va passer à la scène préhistorique en fait. Pourquoi des ossements d'animaux? Pourquoi les restes d'un feu? Et ensuite on élabore des hypothèses sur ce qui a pu se passer il y a environ 7000 ans à l'époque du néolithique, donc avec les poteries, la fabrication, une zone où les hommes de la préhistoire ont pu fabriquer des outils. Cette activité vient en complément de la visite des salles, donc c'est pour permettre de les sensibiliser au travail des archéologues, ce que c'est, comment on retrouve des vestiges, dans quel contexte, et puis ce qu'on peut dire de ces vestiges et comment ensuite ça peut être retranscrit dans des salles du musée, dans des vitrines en fait. C'est pour décrypter un petit peu tout le travail de l'archéologue. Toutes les pièces découvertes par ces fameux archéologues ne peuvent être exposées en même temps. Le sous-sol du musée est donc une sorte de caverne d'Ali Baba où se mêlent blocs sculptés, boîtes de rangement et objets fragiles. C'est le domaine de Patricia qui gère les collections du musée et qui veille sur quelques trésors. Ce sont des chaussures en cuir qui proviennent de Bonneuil en France, qui ont été trouvées en fouille il y a peu de temps.
Enfin, il y a relativement peu de temps parce qu'il y a toujours un petit temps quand même de latence entre le moment où on trouve les objets et où on les reçoit. Ça doit être gallo-romain si je vous dis pas de bêtises. Mais ça c'est vraiment exceptionnel effectivement. On a, et pareil, de Bonneuil en France, on a aussi un vase, on a des épées exceptionnelles. Mais ça c'est quelque chose de très très rare et qu'on a récupéré il y a peu de temps. Ça va être exposé un jour? Oui, bien sûr. Oui, si, ça va être exposé un jour. Et même certainement prochainement dans notre prochaine exposition. En attendant que ces objets ressortent au grand jour, le musée archéologique du Val d'Oise s'enrichit en permanence du produit des fouilles effectuées sur le département. Aujourd'hui, sa mission continue, celle de proposer au plus grand nombre une évocation et une meilleure compréhension de son riche passé historique. Petit tour dans la capitale à la rencontre de Léa Nicolas, mannequin essonnienne de 20 ans et étudiante en prépa HEC. Léa a choisi de faire une pause d'1 an dans ses études pour saisir sa chance et voyager dans l'univers de la mode, des défilés et des séances photos. Giuseppe Baggio de Télé Essonne l'a croisée fin janvier sur la Fashion Week, événement incontournable dans le monde de la mode. Regardez. La styliste française Sakina Emsa présente une collection intitulée Kaleido Mondo, Vive la différence. Ce concept marque la coupe de ses vêtements et détermine également le choix de ses mannequins. Nous, on aime bien les filles naturelles. D'ailleurs, on leur demande de marcher naturellement, de ne pas faire comme dans les défilés, comme ça, mais d'être vraiment très naturel, très simple. Ce qui nous intéresse, c'est la présence. C'est la présence dans le regard, dans cette manière d'être forte, mais vraiment d'être présent à soi dans le défilé. Marion, Marie, Madi, Jennifer et parmi les autres mannequins, Léa Nicolas, une beauté naturelle tombée récemment dans cet univers. Léa, intelligente, douée, belle. C'est pas moi qui vais dire que je suis belle, mais ça a commencé avec tous mes amis qui disent que j'ai été grande, tout ça, mince, pourquoi tu ferais pas mannequin? Et c'est vrai qu'à force, quand les gens le disent, on se fait bon, bah, pourquoi pas essayer. Et puis une fois, j'ai entendu à la radio le concours élite, j'ai dit à ma mère, maman, t'es dispo cet après-midi, tu m'emmènes au centre commercial pour faire le concours. Et je suis arrivée en finale et ma mère me dit, ah, bah, tu t'y attendais pas à celle-ci. Et du coup, voilà, en gros, ça a commencé comme ça. À l'été 2009, Léa, finaliste d'Elite Model Look, part en vacances et la rencontre avec un homme change tous ses plans. Un homme qui va repérer en vacances au bord de la plage. Et c'est lui mon agent en fait, donc ça fait 2 ans qu'il me suit, qui me pousse et qui me place dans les agences un peu aux 4 coins du monde. Un premier défilé pour Air Dressing Award, quelques séances test, puis c'est le départ pour Bangkok. L'activité de mannequin, c'est une aventure excitante, mais... Il faut se battre si on veut avancer, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Il faut se donner les moyens d'y arriver, c'est pas facile, on n'a pas d'horaire fixe, on n'a pas de week-end, on n'a pas de vacances, il faut être dispo tout le temps. C'est pas facile. Pas facile, surtout quand il faut concilier la vie d'étudiant en prépa HEC et les voyages professionnels. J'ai passé mes concours jusqu'en début juillet et mon école a accepté de décaler mon report d'intégration d'1 an. Donc voilà, j'ai 1 an pour voyager. Je fais mon maximum, mais je sais que c'est très difficile d'en vivre. Donc pour l'instant, je ne me repose pas là-dessus pour me dire que plus tard, je vivrai de ça. Je garde mes études et c'est plus une expérience personnelle. Terminé le défilé de Sakina Emsa, direction le salon de l'hôtel Ritz, le styliste coréen Lee Jong-young nous attend avec une collection inspirée des calligraphes et marquée par un savant mélange des coupes. Habituellement, j'aime mélanger le style oriental, le style européen, parce que nous sommes dans un monde Internet, interconnecté. Il y a beaucoup d'Asiatiques, d'Européens, d'Américains. Je pense que toutes ces personnes sont unies. Voilà pourquoi je mixe le style asiatique oriental avec le style japonais, mais aussi le style
coréen. Les préparatifs pour ce défilé haute couture sont très longs. Au maquillage, on retrouve le mannequin et très sportive, Léa Nicolas. J'ai pratiqué la natation pendant de nombreuses années, pendant 15 ans à peu près. Donc voilà, le sport, j'en continue toujours et je vais courir parce que ça me fait du bien mentalement et physiquement. Je suis née à Massy, j'y vis depuis que je suis née. J'ai déménagé une seule fois de 500 mètres. Mais oui, j'ai toute mon enfance là-bas, maternelle, primaire, collège, lycée, juste en prépa où j'ai changé. C'est le lycée Villegénis, non? Oui, c'est ça, oui, exactement. Et oui, j'en ai gardé de très très bons amis. D'ailleurs, l'autre fois, une amie qui est partie revivre en Corse m'a dit « Ah tiens, si tu m'avais dit plutôt que Léa deviendrait mannequin, je l'aurais pas cru tout ça, donc c'est marrant. » Femme épanouie dans ses activités, Léa est bien entourée, mais parfois l'enthousiasme des siens lui manque un peu. On n'est pas très démonstratif dans la famille, on va dire, mais je pense que mes parents sont quand même fiers de ce que je fais, mon frère aussi. Et voilà, bon, après ils me le disent pas spécialement, mais... La jeune femme continue son parcours dans cet univers et le travail de plusieurs photographes témoigne de l'extraordinaire beauté de Léa, une créature sublime. Première idée de sortie dans les Yvelines avec une exposition sur les lectures d'enfance que propose la bibliothèque de l'Heure Joyeuse à Versailles jusqu'au 31 mars. L'occasion d'un retour en arrière sur la littérature pour enfants. Que lisait-on dans les années 20 ou les années 50? Cette exposition tente d'y répondre. C'est un reportage de Johanna Soudry de TV Fil 78. La bibliothèque de l'Heure Joyeuse est un lieu de Versailles peu connu qui regorge d'histoire. Jusqu'au 31 mars, cette bibliothèque pour enfants expose ses premières collections. Ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est vraiment l'histoire des premiers livres de cette bibliothèque, qui a été une des premières bibliothèques pour la jeunesse en France. Elle est née en 1935 et elle suivait la création de la bibliothèque de l'Heure Joyeuse de Paris. À cette époque, la bibliothèque occupait un petit local et ne contenait que 300 ouvrages. On assistait aux prémices de l'édition jeunesse. Entre les années 20 et 50, auteurs et illustrateurs pour adultes franchissent le pas et se lancent dans la littérature pour enfants. Alors par exemple, Édile Legrand, qui était un grand peintre orientaliste, donc qui a créé ce magnifique ouvrage qui s'appelle Macao et Cosmage. Parmi les 15 thèmes et les 20 vitrines de l'exposition, vous pourrez notamment redécouvrir un célèbre pachyderme qui fêtait l'année dernière ses 80 ans. Babar, personnage emblématique de la littérature de jeunesse, connu par les petits et les grands. Et puis évidemment, ce qu'on a voulu mettre en avant aussi, ce sont ces très beaux livres d'activité du Père Castor, mouvement novateur, puisque inscrit dans l'éducation nouvelle. Et c'est vrai que le Père Castor a, prôné des ouvrages de qualité à destination des enfants. L'éducation nouvelle visait à rendre l'enfant autonome dans son apprentissage à l'aide par exemple de jeux de pliage et découpage ou encore de théâtre d'ombre. Une exposition qui allie patrimoine et lecture publique et qui permet de mieux comprendre la production actuelle. Et pour les plus nostalgiques ou les plus curieux, la Bibliothèque centrale de Versailles propose, elle, un éventail des lectures d'enfance de 1800 à 1920, une période antérieure à l'Heure Joyeuse où la littérature de jeunesse se fondait sur le genre. L'univers des petits garçons, c'est beaucoup plus autour de l'histoire. On est dans une période très marquée par les guerres de l'Empire, la guerre de 70, la guerre de 14. Et donc l'aspect patriotique, militaire est extrêmement présent. Ajoutez à cela la science, la géographie et la découverte du monde réservés au sexe masculin. Pour les petites filles, place à l'éducation religieuse et morale pour qu'elles deviennent de bonnes épouses et de bonnes mères de famille. Les deux expositions suscitent nostalgie et échanges intergénérationnels puisque petits écrans s'y retrouveront. Visites libres ou guidées et ateliers pour enfants sont mis en place gratuitement, notamment pendant les vacances scolaires. Deuxième idée de sortie, direction la Seine-Saint-Denis au théâtre Berthelot à Montreuil avec l'exposition 100 Montreuilloises remarquables qui se tiendra jusqu'au 31 mars. La Journée des femmes joue la prolongation avec cette série de portraits réalisés par les photographes de l'agence Tendance Floue. Il s'agit de Meyer et Olivier Kuhlmann. Mathieu Canac de TVM Est Parisien nous en donne un avant-goût.
Montreuil met ses dames à l'honneur, sans portrait photo de femmes sur 4 ans, c'est la manière choisie en 2010 par la municipalité pour célébrer le 100e anniversaire de la Journée de la femme. 100 Montreuilloises remarquables, c'est le titre de cette exposition. Alors qui sont ces femmes et comment ont-elles été remarquées? Je crois que ce qui a interpellé les organisateurs, c'est justement mon métier de journaliste et puis le fait que je sois engagée dans des mouvements féministes en tant que journaliste aussi en fait, que j'écris sur ces thématiques-là. Chaque année, 25 photos sont réalisées par des artistes de Tendance Floue, un collectif basé à Montreuil. Pour cette deuxième édition, les portraits sont l'œuvre d'Olivier Kuhlmann et Meyer. Il y a quand même une dimension de dignité qu'il fallait faire ressortir pour appuyer cette journée particulière. On est depuis plus de 20 ans à Montreuil, donc pour nous c'est un moyen d'être en lien avec la ville, de rencontrer du monde et de vivre la ville, et pour nous c'est important. Cette année, vous avez jusqu'au 31 mars pour découvrir l'exposition au Théâtre Berthelot. Une dernière idée de sortie dans le Val d'Oise cette fois-ci avec l'exposition de Pierrick Grébil intitulée Bugs qui se déroule au Centre d'information jeunesse de Cergy jusqu'au 20 avril. Le jeune artiste de 20 ans, originaire de Saint-Prix, propose un ensemble de créations sur le thème de la vanité et des insectes dont il est passionné. Nadir Ogba de VOTV était au vernissage. Il faut entrer par ce rideau pour découvrir le cabinet de curiosité de Pierrick Grébil. Une exposition intitulée Bug sur le thème de la vanité. Peinture, photographie, bijoux et autres gravures, Pierrick Grébil est un artiste pluridisciplinaire. L'artiste crée des bijoux avec des insectes. L'objet a une durée de vie limitée. Dès lors que le bijou est porté, sa vie est comptée. Une réflexion sur le temps et l'éphémère à travers les insectes dont l'artiste est passionné. Je fais des choses qui ont une durée de vie en fait. Par exemple, ces bijoux qu'on voit là en photo derrière, ce sont donc des bijoux qui sont éphémères, qui prennent vie à partir du moment où ils sont portés et qui vont se désagréger en fait au fur et à mesure, puis vont prendre fin, vont mourir à la fin de la journée. Pierrick Grébil souhaite rendre hommage à l'esthétique de l'insecte et tente d'apporter un nouveau regard sur des détails du monde qui nous sont invisibles. Grillons, mouches, scarabées et autres guêpes s'affichent comme des objets luxueux, un mélange entre ce qui attire et ce qui rebute. Non, la mouche par exemple, ce petit détail, la mouche c'est toujours quelque chose qui nous dégoûte, qui est associé à la créature qui va se poser sur un objet en décomposition. La mouche c'est aussi un élément c'est quand on fait un zoom, quand on regarde de plus près, il y a des bleus, des violets, des verts, c'est très beau, il y a une richesse de couleurs incroyable, des détails, des poils, qui sont très beaux en zoom, même si ça peut paraître répugnant comme ça. Donc vraiment amené en fait au détail. Et le détail a toute son importance. L'artiste a recyclé d'anciens composants d'ordinateur pour recréer la faune qui peuple son exposition. Et chaque mois, le Centre d'information jeunesse donne la possibilité à de jeunes créateurs d'exposer et de se confronter pour la première fois à l'œil du public. Et voilà, Culture & Co, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez revoir ces images sur le site internet de Telif, www.telif.tv. Merci aux rédactions des télévisions locales d'Île-de-France et nous, on se retrouve la semaine prochaine.